Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau du dimanche soir avec, comme chaque semaine, mes co-présentateurs Laura Fortes. Bonsoir Laura. Bonsoir Alioune. Et Thierno Souleymane Diop qui n'est pas encore là, qui va nous rejoindre tout à l'heure. Tout à l'heure, nous allons recevoir en deuxième partie de cette émission le docteur Papa Farisei qui viendra nous présenter son dernier ouvrage intitulé Phara, le roi soleil, ainsi que Madame Khadipoui qui viendra nous présenter son single intitulé Wanema. Mais tout de suite, nous allons accueillir un titulaire d'un exécutif doctorate in public affairs de l'Université Paris-Dauphine. Il est magistrat de formation et coordonnateur des projets de partenariat public-privé de l'administration centrale au sein de l'Unité nationale d'appui au partenariat public-privé. Il vient de publier aux éditions L'Harmattan Sénégal l'essai intitulé « Les partenariats publics-privés au Sénégal entre logique de puissance publique et logique marchande ». Nous accueillons Dr Moustapha Djité. Nous allons recevoir également une entrepreneure sociale autrichienne vivant au Sénégal. Elle vient nous parler de l'exposition intitulée « Le modèle viennois des logements sociaux, une histoire à succès », dont le vernissage se tiendra le vendredi 10 mai prochain à l'hôtel de ville de Dakar. Nous accueillons Madame Gudrun Kolleger. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Bonsoir. Bonsoir Alioune. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. Nous allons commencer par vous, Dr Djité. Vous venez nous présenter cet ouvrage qui s'appelle des partenariats publics-privés au Sénégal entre logique de puissance publique et logique marchande. Une thématique très intéressante du partenariat public-privé avec une problématique aussi que je trouve assez pertinente, la logique de puissance publique entre la logique de puissance publique et la logique marchande. Parce que c'est vrai que pour un État, les partenariats public-privé répondent à une certaine logique. Et vous en avez parlé dès le départ dans votre ouvrage. Vous avez dit que, analysé comme une réponse à un besoin réel exprimé par l'administration, le projet doit être techniquement adapté, structurellement cohérent et financièrement raisonnable. Mais est-ce que c'est le cas actuellement avec tous les partenariats qu'on a? D'abord, permettez-moi de saluer la qualité de cette émission qui aujourd'hui berce tous les Sénégalais et tous les dimanches soirs. Donc, merci pour cette qualité, merci pour ce que vous faites pour permettre à la production scientifique d'être suffisamment vulgarisée. Merci à vous merci, très bien. Je salue également tout ce que vous produisez aussi. Merci beaucoup. Mais pour répondre à votre question, est-ce que c'est le cas? La question, elle est complexe. Parce que des contrats PPP au Sénégal, on en a. On en a eu sous l'empire de cadres juridiques différents, avec un cadre de gouvernance, un dispositif de gouvernance également différent. Ce qui fait que les contrats PPP au Sénégal aujourd'hui n'ont pas forcément le même profil. On ne peut pas poser le même jugement sur les contrats. Un jugement comme ça, tiré comme ça, de façon évasive comme ça peut être très difficile. Mais ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2021, le Sénégal a fait l'effort de mettre en place un cadre juridique et institutionnel qui permet de préserver au mieux l'intérêt de l'État dans les contrats de partenariat public-privé. Et l'exemple que je donne pour illustrer un peu cette conviction qui est la mienne, c'est l'unité nationale d'appui au PPP qui a été créée et dont le rôle est d'accompagner les administrations dans le montage des projets. Aujourd'hui, on ne laisse pas les administrations négocier avec des partenaires, préparer les projets. Il y a tout un organe qui est là, qu'on appelle UNAP, et qui a pour mission, chaque fois qu'une administration déroule un projet, il y a des stades où il faut passer par l'UNAP pour que l'UNAP regarde. Et vous êtes coordonnateur de projets des projets de l'administration au sein de l'UNAP. Donc là, c'est un verrou qui a été aménagé pour encadrer un peu le montage de ces contrats. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la loi de 2021, en tout cas, la logique voudrait que tous les contrats soient signés dans le sens de préserver au mieux l'intérêt de l'État. Est-ce que cette loi avait été promulguée avant le PPP qu'on a, par exemple, qui est le TER? Est-ce que c'était avant ou après? La loi a été promulguée et mise en vigueur en 2021. Donc, le terminant, c'est bien avant. Hein. C'est un processus qui a été lancé depuis très longtemps.
En tout cas, cette loi est entrée dans le droit dispositif sénégalais à partir de 2021. Donc, tout ce qui a été posé, maintenant, après, quand la loi entre en vigueur, il y a de nouveaux projets qui naissent et il y a d'autres qui étaient en cours. Et ça, c'est les dispositions transitoires qui règlent la question. Si vous regardez la loi à travers les dispositions finales, article 55, on vous dit cette loi s'applique au contrat de partenariat public-privé signé postérieurement à son entrée en vigueur. Donc, si le contrat a été passé avant, le contrat n'est pas concerné par la loi, sauf si on est dans une perspective de prorogation ou de renouvellement. C'est-à-dire, si vous avez un contrat en cours, si vous devez faire un renouvellement ou une prorogation, là, vous tombez sous le coup de la loi. Mais tant que c'est un contrat qui a été signé antérieurement, qui est en train d'être déroulé tranquillement, ce contrat-là n'est pas soumis à la nouvelle loi qui aujourd'hui organise les partenariats privés au Sénégal. Parce que c'est un peu ça le problème en fait. Parce que quand c'est pas rétroactif, et par exemple quand vous venez et que vous voyez que, par exemple, certains partenariats ne sont pas très favorables non seulement à l'État, mais même aux usagers. Parce que vous avez parlé des infrastructures, parce que ça concerne la plupart du temps de grosses infrastructures. Ouais. Et vous avez parlé des infrastructures qui impactent la vie de tous les jours des usagers, parce qu'ils ne sont pas gratuits. Il y a des infrastructures qui sont payantes. Moi, il y a un exemple qui m'a beaucoup plu, et je ne le savais pas, je pense que ça m'a échappé un peu peut-être au niveau des informations, c'est que le pont de Marsassoum, au départ, devait être payant. Et que les populations ont dit niet. Moi, ça j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que si on savait, nous aussi, on aurait dit niet pour l'autoroute à péage. Alors, d'abord, par rapport à la rétroactivité, vous savez, les textes juridiques, il y a des principes qui les gouvernent. Il y a ce qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité. Une loi, elle n'est pas censée régir des situations qui lui sont antérieures. Donc, on ne peut pas, à partir de cette loi-là, regarder, parce que la loi est paramétrée dans tel autre sens, regarder les contrats qui sont antérieurs. Et même, il se posera même la question de la sécurité des relations juridiques. Vous avez signé avec l'État en application d'un cadre juridique particulier. Après, il y a une nouvelle loi, on vous dit on doit regarder ce que vous aviez signé. Donc, ça se posera un problème de sécurité. Mais vous, en tant que juriste, vous savez que le DOL existe. Par exemple, on peut faire... il y a des contrats dolosifs. Mais il faudrait qu'il y ait du DOL. Hein? Voilà, donc aujourd'hui, il faut le prouver. Parfois, je veux dire, c'est assez facile à prouver. Je comprends un peu. Mais maintenant, de toute façon, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la perspective qui est là et qui est très claire. On a un cadre aujourd'hui opérationnel avec un organe d'experts qui a été créé et qui veillera pour que toutes les conventions concernant les PPP qui sont signées au Sénégal soient de nature à préserver au mieux l'intérêt de l'État. Et ça, pour moi, c'est rassurant, c'est un élément positif. Maintenant, par rapport à la question que vous avez évoquée tout à l'heure, par rapport à Marsassoum, ça, c'est la dimension sociale des projets. Un projet, vous l'avez lu certainement dans l'ouvrage, est une solution qui permet de répondre à un besoin. Et le besoin, c'est l'administration, porté par l'administration, mais exprimé, in fine, par des populations. Donc, si le projet ne permet pas de régler la préoccupation que la population a, finalement, il ne sert à rien, il ne fait pas sens. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on fait un projet, la dimension sociale est une dimension qu'il faut savoir paramétrer. Et ce n'est pas le seul exemple. C'est dans le livre, je donne beaucoup d'autres exemples. Afrique du Sud, Cameroun. Il y a eu des projets où des populations, l'exemple qui me plaît tout le temps de citer, c'est l'exemple du Cameroun. C'était un projet d'électrification rurale qui devait traverser un village. Et les populations du village se sont levées pour s'ériger contre le projet, sous prétexte qu'elles organisent assez régulièrement des manifestations culturelles la nuit. Et à l'occasion de ces manifestations culturelles, elles n'auraient pas souhaité être dans la lumière. Elles veulent rester dans la pénombre. Alors le promoteur, intelligent qu'il a été, mais il dit, OK, ça c'est une préoccupation. Heureusement que j'en suis informé à temps. Je vais essayer de relifter le design du projet pour intégrer cette dimension-là, pour vous permettre maintenant d'accéder à la lumière dans les conditions que vous voulez. Maintenant, je vais mettre un dispositif, un interrupteur. Si vous voulez vous allumer, si vous voulez vous éteigner. Quand vous ne tenez pas vos manifestations, laissez la lumière. Et chaque fois qu'il sera question d'organiser vos manifestations culturelles, mais appuyez sur l'interrupteur. Et le premier règle. Et il y a eu beaucoup d'exemples dans le monde. Donc la dimension sociale, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, vous savez, le projet PPP, c'est plusieurs étapes. Au niveau de la première étape qu'on appelle identification préalable, dès qu'on a eu la certitude, à travers un certain nombre d'études de faisabilité qui sont réalisées, que le projet présente des avantages socio-économiques, la décision d'investir dans le projet est prise. Et à partir de ce moment, l'administration doit mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de communication proactive. Absolument. Qui permet d'expliquer le projet, de prendre les préoccupations des populations et d'ajuster la solution qui a été initialement retenue. Aujourd'hui, je me dis tout le temps, ce qui s'est passé à Bagny avec le Chantal à charbon,
Peut-être que les gens ont raison en disant qu'il ne nous faut pas ce projet, mais peut-être que aussi si on avait pris le soin de faire de la communication, parce que aussi, il n'y a pas un projet qui ne présente pas de risque. Maintenant, le défi, c'est de voir comment paramétrer le risque et le prendre en charge. Donc, si quelque part, on ne prend pas le soin de communiquer avec les acteurs, les bénéficiaires, les parties prenantes, alors là, on pose toutes les conditions pour que le projet... Je pense que les communications sont faites, parce que des projets comme ça, à coût de milliards, je pense que les communications... Mais parfois aussi, je pense qu'il y a des préoccupations politiciennes qui viennent entacher peut-être les choses. Parce que pour le cas de Barnier, je sais qu'il y avait eu des... il y a eu des communications. Évidemment. Certains peuvent être opposés à un projet et peut-être instrumentaliser une population pour lutter contre ces des situations qui arrivent. Mais là aussi, si on prend le soin d'avoir une bonne stratégie de communication qui permet d'éviter que les populations qui seraient en train d'être instrumentalisées ne puissent pas se retrouver dans cette situation-là, c'est la stratégie de communication qui permet de régler ces pressions-là. Donc, ça dit, si la nature a horreur du vide, si vous ne communiquez pas à temps, les gens vont vous devancer sur le terrain, ils vont verser dans la désinformation et peut-être maintenant, après, créer les conditions pour que demain, quand le message est transmis, il ne sera pas audible. C'est là où il faut une communication précoce. C'est pourquoi j'ai dit dès les premières phases du processus de montage du projet. Donc, une communication précoce, une communication proactive, une communication attentive, une communication également qui n'a pas pour vocation que de porter l'information vers la population, mais de recueillir également leurs préoccupations, comme ce qui s'est passé au Cameroun, pour ajuster la solution afin de l'adapter aux attentes des populations. Absolument. Vous avez parlé de non-rétroactivité, c'est vrai, mais est-ce que votre structure a pour objectif peut-être de donner des avis, de donner des conseils? Par exemple, quand on est là, on est parti pour 25 ans, par exemple, pour une autoroute qu'on utilise peut-être, il y a des gens qui l'utilisent tous les jours, avec des péages à des distances qui sont vraiment pas raisonnables du tout. Il y a des tarifs qui sont vraiment hors de portée parfois. Est-ce qu'on est obligé, on est condamné, je veux dire, à attendre 25 ans ou bien à subir 25 ans ce système? Est-ce que vous n'êtes pas, vous pouvez pas, avec des arguments qui sont des arguments vraiment, à mon avis, pas très difficiles à trouver, je veux dire, pour pouvoir dire aux gens que c'est pas normal. Mais sauf qu'on le fait en amont. C'est-à-dire on n'attend pas que le projet soit exécuté. Non, une fois que c'est fait. Oui. Actuellement, je veux dire, là où... Oui, là, quand ça commence à être difficile, c'est là où, à mon avis, ce qu'on a paramétré dans la loi et qui impose l'obligation à toute administration qui lance un projet de prendre le temps qu'il faut pour faire la préparation. C'est pour anticiper sur des questions comme ça. C'est-à-dire on fait une préparation. Aujourd'hui, un PPP, avant d'en arriver à la signature, il y a plusieurs étapes avec des niveaux de validation, avec des avis qui sont donnés. Vous avez bien détaillé dans l'ouvrage. Exactement. Donc, ce qui fait que c'est pour éviter qu'on en arrive à des situations comme ça. Si on prend le temps de faire ce parcours de combattant-là, parce que ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut demander des ressources financières à travers les études qu'il faut faire. Et des fois, l'administration peut être pressée, etc. Mais si on prend le temps de faire ce parcours de combattant-là, la probabilité pour que demain des situations que vous décrivez puissent arriver risque d'être très faible. C'est vrai, parce que... On monte un projet sécurisé, parce qu'on a pris le temps de regarder le projet dans tous les aspects, d'analyser les risques, de faire une projection sur le futur pour voir les recettes, comment ça évolue, quelles sont les difficultés qui peuvent survenir et dans la foulée, développer des stratégies de mitigation pour que demain, lorsque ces contraintes-là et ces difficultés puissent survenir, qu'on puisse trouver une solution et avancer. Parce que vous en avez parlé également de ce point que je soulève, parce que à un moment donné, il y a eu cette renégociation. Parce que avec la société ne paye rien au niveau des droits. Donc, à un moment donné, ils ont fait quelques renégociations. Mais là aussi, on ne sait pas si le gouvernement a gagné quelque chose parce qu'il lui a fallu augmenter la durée de la prestation de la société. C'est-à-dire que c'était 25 ans ils avaient un contrat de 25 ans avec la société. Maintenant, ils sont passés à 30 ans ou quelque chose comme ça. Donc, à la fin, c'est toujours le partenaire privé qui gagne, en fait. Alors, pour rester sur le principe et ne pas faire le procès de cette renégociation, à mon avis, un PPP, c'est un contrat de longue durée. Et étant un contrat de longue durée, certainement, son exécution et sa réalisation est assez régulièrement bouleversée par un certain nombre d'incidents. Et lorsque ces incidents-là maintenant surviennent,
C'est la raison pour laquelle dans les contrats, on prévoit un certain nombre de clauses, comme la clause de revoyure, la clause de renégociation. Si l'économie est perturbée dans une certaine proportion, il faut que les parties puissent s'asseoir pour regarder quelle est la solution la meilleure pour préserver le projet et garantir la satisfaction des préoccupations de toutes les parties prenantes. Ça, c'est des clauses qui sont prévues. On peut même prévoir ce qu'on appelle la clause de meilleure fortune, c'est-à-dire de dire, oui, aujourd'hui, c'est sur 30 ans, nous considérons que les recettes vont évoluer dans un certain rythme, et si par extraordinaire, ce rythme-là est largement dépassé, et que le privé se trouve dans une situation de gagner plus que prévu, il faut qu'on essaie de trouver un mécanisme pour se partager. Ça, c'est des situations qu'on peut mettre dans le contrat. Par exemple, aux clauses de résiliation aussi. Oui, mais avant de venir à la résiliation, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand on arrive à ces situations comme ça, il peut y avoir plusieurs solutions alternatives possibles. L'État peut dire, oui, puisque tu gagnes plus que prévu, reversez-moi une partie, qui sera ma part dans l'excédent de bénéfices. L'État peut dire, non, 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 au lieu de me reverser ça, j'en ai pas besoin, mais raccourcissez la durée du contrat. Donc, on ne va plus attendre, parce que puisque tu gagnes plus que prévu, ça veut dire que tu vas atteindre très rapidement. Mais dans tout ça, et les usagers dans tout ça? C'est la dernière option. La dernière option, c'est de dire, puisque tu gagnes beaucoup, ça veut dire que tu factures plus que normal, plus que ce qui est normal, les populations. Et à partir de ce moment, baissons les tarifs. Donc ça, c'est des choix que l'État peut faire en fonction de ses priorités du moment. Maintenant, pour la résiliation, un contrat PPP, oui, c'est un contrat administratif. Et ça, c'est la loi qui le dit. Un contrat administratif peut être résilié. Il y a des hypothèses maintenant pour procéder à la résiliation. Parce que j'en avais discuté une fois avec un client indien, et qui me disait qu'en Inde, je pense que la loi dit qu'on ne peut pas avoir deux péages qui soient à une distance inférieure à 40 km. Oui. Par exemple, nous, nos péages, je trouve qu'ils sont trop rapprochés. Entre deux points de péage. Okay. Deux points de péage, la distance minimale est de 40 km. On doit pouvoir rouler 40 km avant de voir un péage. Moi, par exemple, même au Maroc, je veux dire, au Maroc, j'ai roulé de, je sais pas, de Casa jusqu'à Tétouan. Je n'ai pas rencontré autant de péages que je rencontre entre Dakar et... Oui, mais les gens, généralement, les gens font fausse route dans cette sorte de comparaison. Ça dit, vous savez? Non, je t'explique. Oui. Aujourd'hui, il n'y a pas un texte qui dit que pour une autoroute, voilà la distance minimale entre deux points de péage. Justement, ce sont les États qui négocient. Non, je t'explique pourquoi. Je t'explique. C'est-à-dire, chaque projet est une réalité à part. Vous prenez une autoroute au Maroc, une autoroute au Sénégal, ce n'est pas forcément les mêmes conditions. Oui. Le Maroc. Parce que le Maroc, c'est plus difficile, justement. Non seulement on creuse des montagnes, c'est montagne. Ici, c'est les plaines. Il n'y a pas que ça comme paramètre qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi, par exemple, le risque pays. Quand on finance, par exemple, un projet dans un pays comme le Maroc, le risque n'est pas le même quand on finance un projet comme dans un pays comme le Sénégal. Il n'y a pas de risque. Et ça impacte l'économie du contrat. Ça impacte la rentabilité du contrat et les recettes. L'objet des recettes, c'est de permettre à un privé qui a mobilisé un financement pour la réalisation de l'infrastructure d'avoir un retour sur son investissement et de rembourser le prêt. Donc, il faut paramétrer les points de péage de manière à lui permettre d'avoir suffisamment de recettes. Parce que sinon, le projet ne sera pas rentable pour lui. Non, je sais. Et si le projet n'est pas rentable pour lui, il ne va pas investir. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas faire le procès de ce projet-là. Mais parce que si on devait rentrer dedans, vous-même, vous savez qu'il n'est pas défendable. Il n'est vraiment pas défendable. Non, vraiment, pas le procès de l'autoroute. Exactement. Donc, mais pour aller, parce que vous avez donné également un autre exemple, c'est là où il y a parfois une collaboration, peut-être une société qui vient, qui gère le service. Vous avez parlé de Veritas et de l'unité de visite technique. Et là aussi, moi, je ne savais pas que c'était un PPP, mais là aussi, on voit qu'on a peut-être un outil performant, normalement, un outil performant qui devait faciliter les choses. Mais à l'usage, on voit que c'est une catastrophe. Vous demandez, par exemple, un rendez-vous, on vous donne un rendez-vous pour 10 jours, 15 jours, et quand vous venez, il y a une queue qui fait 10 km. Alors que vous avez, normalement, on se dit, si tout est organisé, si tout est digitalisé, et qu'on vous fait attendre 10 jours pour avoir un rendez-vous, et le rendez-vous, il est à la minute près. On va vous dire 15h24. Donc, ça veut dire que normalement, à 15h24, vous devez entrer. Vous venez, même à 15h, on vous dit que la queue fait... Il y a un problème. Alors, il y a deux aspects qu'il faut mettre en évidence dans ce que vous venez de dire. D'abord, le centre de contrôle de Hann est un PPP. Oui, c'est un PPP.
Parce que ce qu'il faut comprendre, parce qu'il y a PPP lorsqu'on demande à un privé de mobiliser un financement pour réaliser une infrastructure, pour après rester en assurer l'exploitation et la maintenance, c'est un PPP. On est également dans un PPP lorsque l'État lui-même réalise l'infrastructure et demande à un privé d'assurer l'exploitation, l'entretien et la maintenance pendant ce temps. Dans le cas d'espèce, on est dans la deuxième option. Non, tout à fait. Alors maintenant, la question que vous posez, c'est la question de la gestion de la performance dans le cadre des PPP. Dans un PPP, on assigne à l'opérateur des objectifs de performance. Tout à fait. Et pour qu'il puisse s'en acquitter, il faut mettre en place un dispositif de pénalisation. C'est pourquoi vous verrez dans l'autoroute, sur l'autoroute, on va vous dire, quand il y a un incident sur l'autoroute, le promoteur doit intervenir dans un délai de tant de minutes. Dans tel délai. Passer le délai, un certain nombre de pénalités lui seront appliquées. Tant que vous ne mettez pas ce dispositif de performance-là, l'administration doit comprendre son besoin. Tout à fait. Et maintenant, définir des niveaux de performance très clairs, avec des indicateurs qui permettent de mesurer. Et après, maintenant, pour que ces objectifs de performance-là soient atteints, mettre en place un dispositif de pénalisation. Maintenant, si tout ça n'est pas paramétré, on peut en arriver à des situations... Parce que dans ce cas d'espèce, je pense que vous l'avez mis également dans l'ouvrage, qu'il y avait un contentieux qu'ils avaient un peu avec l'État en termes, je pense, de performance. Mais là aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce qu'on ne peut pas se dire que les autorités ne sont pas au courant. Parce que c'est quelque chose de visible. Dès que vous passez par là, vous voyez une queue qui fait 15 km. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que nous, le cadre, aujourd'hui, tel que paramétré, ne concerne que les contrats qui sont passés postérieurement. C'est-à-dire, les autres contrats, ce qui a été prévu, par exemple, si vous regardez cette loi-là, on a prévu l'obligation, aujourd'hui, chaque fois qu'un contrat PPP est signé au Sénégal, l'obligation de mettre en place un comité de suivi, où nous sommes représentés, nous, UNAP, qui vérifie dans quelle mesure et jusqu'à quelle proportion les obligations qui sont assignées à l'opérateur sont exécutées. Et s'il n'y a pas une exécution régulière, un dispositif de pénalisation. Tant qu'on n'a pas ça dans un contrat PPP, c'est toujours des situations comme ça qui peuvent arriver. C'est vrai que c'est très intéressant comme ouvrage et comme problématique. Je vais passer la parole à Laura. Bonsoir, Dr Djité. Bonsoir, Laura. Merci pour vos explications, parce que c'est vrai que vous êtes très pédagogue, on reconnaît un peu le professeur, et vous êtes même plus facile à écouter qu'à lire, je dirais, parce que je pense que dans les discussions que vous avez pu avoir avec Alioune, voilà, c'est beaucoup plus facile un petit peu peut-être à travers les exemples que vous donnez aussi, de comprendre tous les cadres de référence qu'il peut y avoir dans le domaine des partenariats publics-privés. Et c'est vrai que vous nous présentez un ouvrage assez dense qui entre dans beaucoup de détails. On comprend rapidement que c'est un ouvrage qui est avant tout destiné, vous me direz si c'est le contraire, aux étudiants qui sont en sciences politiques, en sciences juridiques, sciences économiques et autres. Pour ma part, j'aimerais peut-être me pencher peut-être plutôt sur la deuxième partie, plus particulièrement lorsque vous parlez du cadre de l'intérêt général, à savoir que vous avez donné quelques explications justement sur la place de l'intérêt général dans le partenariat public-privé. Vous avez expliqué qu'il connaît une expansion croissante comme principe fondateur des partenariats publics-privés. Vous avez aussi expliqué que le caractère central justement de l'intérêt général était perceptible dans l'exercice de sélection des projets et pouvait orienter aussi la procédure de sélection de l'opérateur qui doit exécuter ce projet. Vous avez aussi un petit peu détaillé comment aujourd'hui l'intérêt général devenait un peu une notion difficile à cerner. C'est pour ça que je voulais qu'on rentre un peu plus dans le détail et qu'il pouvait aussi dépasser son cadre naturel. Alors justement, comme pour préserver cet intérêt général, vous avez aussi donné des exemples dans lesquels l'administration en fait pouvait suspendre une procédure déjà engagée. Je voulais savoir, est-ce que vous pouviez nous donner justement des exemples un peu précis de cas dans lesquels ça a pu se passer justement, de devoir suspendre par exemple une procédure, etc. Merci beaucoup, mais beaucoup de questions à la fois. C'est vrai. D'accord, mais maintenant, d'abord, à qui est destiné l'ouvrage? Mais oui, aux étudiants, mais également aux professionnels. Malheureusement, au Sénégal, aujourd'hui, il n'y a pas une formation spécifique sur les PPP. Pour me former, il fallait aller partir à Paris. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que la matière n'est pas très, très, très bien maîtrisée. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour les administrateurs, c'est pour les professeurs d'université, c'est pour les étudiants, les professionnels. Donc, c'est finalement, et pour toi aussi, pour tout le monde. Alors, l'intérêt général, oui, voilà une notion essentielle dans le cadre du développement des PPP au Sénégal. Dans la loi, nous, on a retenu l'intérêt général comme fondement des PPP. Vous savez, c'est l'administration. Et ça renvoie un peu à la problématique qu'Alioune a soulevée depuis le départ. Disons, l'intérêt général
les PPP sont entrepris par l'administration. Et comme disait le doyen Rivero, le moteur de l'action administrative, c'est l'intérêt général. Donc l'administration ne peut se mouvoir que pour satisfaire un besoin d'intérêt général. Donc vous voyez, c'est le fondement. Et maintenant, dans le cadre de la mécanique des PPP, l'intérêt général aussi peut avoir plusieurs sens. Par exemple, si vous prenez la question de la résiliation. Aujourd'hui, vous regardez le texte, on définit un certain nombre d'hypothèses qui permettent à l'administration de procéder à la résiliation du contrat. Et parmi ces hypothèses, il y a la résiliation pour motif d'intérêt général. Lorsque l'intérêt général est compromis dans le cadre de l'exécution d'un contrat de partenariat public-privé, l'administration peut bien, sans prévaloir, pour procéder à la résiliation du contrat. L'intérêt général également, il ne peut pas y avoir de PPP sans intérêt général à la base. Regardez, dans la mécanique et dans la procédure de montage des projets, la première étape, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'identification du projet. L'identification du projet, je ne sais pas si on a le temps, mais c'est l'étape la plus décisive dans le processus de montage des projets PPP. Et moi, chaque fois que je donne un cours sur le PPP, je donne l'exemple du tunnel qui est devant l'université. Je dis toujours à mes étudiants, est-ce que vous savez qu'il y a un tunnel devant l'université chez Anta Diop de Dakar? Beaucoup sont surpris quand je leur dis qu'il y a un tunnel qui est juste devant la porte, mais qui n'est jamais emprunté par des étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a englouti des ressources publiques pour la réalisation d'un projet, finalement, qui ne sert plus à rien. Et c'est là le sens de l'identification du projet. L'identification du projet, lorsque l'administration... En plus, il y a le problème de la maintenance, parce que peut-être ils sont rentrés dedans, ils ont vu des cafards, ils ont vu des rats, je veux dire, ou ce genre de choses. Ça peut être une explication, mais je suis sûr que même avant... Notre retardataire qui nous a rejoint, mais bien sûr, il ne va pas prendre la parole. Il a donné l'occasion de parler, il n'y a pas de problème. Donc l'intérêt général, c'est vraiment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de traverser tout le livre, mais pour moi, vous avez lu la partie la plus essentielle. Absolument. Parce que c'est l'intérêt général qui structure le PPP. Tout à fait. Depuis sa naissance jusqu'à sa fin avec la résiliation. Donc l'intérêt général, c'est vraiment la lame de fond des partenariats publics-privés. Donc moi, je pense que contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez bien compris l'ouvrage. Vous avez très bien compris l'ouvrage. Effectivement, c'est parce que vous avez bien expliqué aussi. Merci beaucoup. Merci. Tierno. Bonsoir. Je présente mes excuses pour ce retard qui est dû à un autre travail que j'étais en train de faire pour la société, pour la jeunesse, pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, voilà. Ah oui, l'intérêt général. Bon, je pense que le magistrat comprend que quand on travaille sur la corruption, c'est important. Et on en trouve aussi dans les partenariats publics-privés. Et c'est ma première question. Comment pensez-vous qu'on peut lutter contre la corruption dans le secteur des partenariats publics-privés? Bonne question, excellente question. Pour nous, dans le cadre des PPP qui a été conçu et paramétré, on a aménagé un certain nombre de mécanismes qui permettent d'éviter la corruption. Il y a un mécanisme merveilleux qu'on appelle la déclaration des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez pour participer à un PPP, on s'intéresse d'abord à vous. Vous êtes qui et qui est derrière vous? Et chez nous, on a développé ce qu'on appelle un KYC. C'est-à-dire c'est une sorte d'enquête. On regarde qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu es passé, quelle est l'expérience que les gens ont eue de ce que tu as fait, etc., le retour, etc. Donc, on fait une enquête sur la personne pour voir d'abord. Et ça nous est arrivé de découvrir qu'un opérateur a fait des dégâts quelque part en Afrique. Ça nous est arrivé. C'est un mécanisme qui permet de prémunir un certain nombre de déviances comme la corruption. Et ce n'est pas le seul. Aujourd'hui, vous savez, au Sénégal, pour faire un PPP, on a aménagé 2 voies. L'administration a la possibilité de partir de son besoin, d'identifier un projet, de procéder à sa préparation et de sélectionner l'opérateur pour procéder à sa réalisation. Ça, c'est l'initiative publique du projet. Mais il est possible également qu'un privé qui sort de nulle part, qui vient dire à l'administration, vous aurez besoin d'un hôpital à Tambacounda. Quand bien même ce n'est pas dans votre programme d'investissement, je me propose de le réaliser pour vous. C'est ça qu'on appelle l'offre d'initiative privée. Et là, parce que quand il y a offre d'initiative privée, ça veut dire que c'est le privé qui vient rencontrer directement les autorités et c'est le contact. Et là, nous, on a dit, ça c'est une procédure qui est certes importante, parce que permet à l'administration, à l'État de faire un rattrapage en termes de réalisation d'infrastructures, mais c'est une procédure qui est en même temps pernicieuse et qu'il faut encadrer. Alors c'est pourquoi, d'abord pour que ça soit recevable, on a posé des conditions. Pour éviter demain que quelqu'un soit de connivence avec quelqu'un qui accepte un projet. Donc, on encadre avec un certain nombre de conditions de recevabilité, un encadrement formel, matériel, mais un encadrement également financier. On dit, votre projet, si pertinent soit-il, si stratégique
soit-il, il faudra, pour qu'on puisse le regarder, il faut que tu acceptes de mettre la main à la poche, de se payer des frais de traitement. Et là, si l'opérateur n'est pas sérieux, si c'est une offre fantaisiste, il va réfléchir par 2 fois avant de payer au trésor. Tu payes au trésor des frais, et ça montre que lui, son projet, il a suffisamment préparé, il en a confiance, il sait qu'il est viable, et à partir de ce moment maintenant, on commence à regarder. Donc, disons, nous sommes conscients, et ça dépasse les PPP, c'est la commande publique, c'est ce qu'on appelle la dimension pénale de la commande publique, avec les infractions corruptives, collusives, corruptrices, etc. Et tout ça... délits d'initiés. Et tout ça, c'est des infractions dont nous sommes conscients. Et dans la mécanique et la préparation des projets, nous prenons toutes les dispositions pour que ces comportements particulièrement néfastes par rapport à notre économie et par rapport à la qualité de nos projets, ces comportements soient évités. Alors, docteur, moi, j'ai beaucoup apprécié votre ouvrage parce que c'est un ouvrage intéressant qui traite d'un secteur très utile aujourd'hui dans le montage de projets structurants qui permet à un État qui en permet non seulement d'engranger des fonds, mais de pouvoir les financer dans des secteurs importants. Ce que moi, j'ai surtout apprécié, c'est la partie où vous parlez un peu des partenariats privés dans les territoires. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une dynamique où on veut créer de la richesse, on veut créer de l'emploi. Pour moi, une approche intelligente, stratégique, voudrait que les partenariats publics-privés soient dirigés vers les collectivités territoriales. C'est vrai que les collectivités territoriales n'ont pas toujours les moyens, ou en tout cas assez de ressources pour financer leurs projets de développement ou de croissance, et c'est justement à ce niveau-là. Pour moi, si on arrive à concentrer le maximum de projets, de PPP, dans les territoires ou dans les régions, etc., ou si vous voulez, à la base, on pourra résoudre le problème du sous-emploi. Je pense qu'en ce moment-là, il s'agira juste peut-être au niveau national de créer une entité de coordination. Mais il faut créer à la base la richesse. Il faut que les jeunes qui sont dans les régions ou dans des zones reculées trouvent du travail à côté d'eux pour ne pas quitter ces régions-là. Je pense que c'est pourquoi cette partie-là, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi aimé quand vous revenez un peu sur la segmentation des rôles. Et là, c'est ma deuxième question par rapport aujourd'hui au rôle de l'APIX. Est-ce que l'APIX aujourd'hui a toujours un rôle important si le comité interministériel est peut-être prépondérant dans la décision? D'accord. D'abord, par rapport à la première branche de votre questionnement, les collectivités territoriales, je ne violerai pas un secret de libération en rapportant tout ce qui a été discuté quand il fallait décider ou pas de laisser la possibilité aux collectivités territoriales de faire des PPP. Parce que j'ai eu le privilège d'avoir été dans le comité scientifique qui a écrit la loi. La question d'accepter ou pas que les collectivités territoriales puissent faire des PPP a été fortement agitée. Pour les raisons que vous venez de citer tout à l'heure. D'abord, le personnel n'est pas suffisamment qualifié, alors que c'est des contrats complexes qu'il faut signer. Ensuite, c'est des contrats qui coûtent cher, alors que les collectivités territoriales sont avec une situation financière relativement précaire. Alors, on a dit, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Mais après, à y réfléchir de plus près, on se dit, mais attention, les collectivités territoriales au Sénégal ne sont pas toujours dans la même situation financière. Il y a des collectivités territoriales qui ont un budget qui peut dépasser le budget d'un département ministériel. Suivez mon regard, vous regardez la ville de Dakar. Mais là, ce n'est plus intéressant en ce moment. Pourquoi? Non, mais si la ville de Dakar... C'est juste un exemple. Je veux dire simplement qu'il y a des collectivités territoriales qui peuvent avoir un budget assez important. Donc, l'argument tenant à la faiblesse des ressources financières pour entrer dans un PPP peut ne pas être particulièrement pertinent. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'était ça les arguments qu'on a pu avancer. Mais après, finalement, on a dit, d'abord, le PPP n'est pas toujours un PPP à paiement public. Ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà découvert dans l'ouvrage. Nous avons 2 formes de PPP. Il y a ce qu'on appelle les PPP à paiement public, où le privé fait. Après, l'État paye. L'État, ça peut être la collectivité territoriale. Il y a des PPP à paiement par les usagers, l'autoroute à péage. Le privé fait, l'État ne touche pas à son budget. C'est les utilisateurs du service qui payent. Alors maintenant, quand on est dans un PPP à paiement par les usagers, ça veut dire que le budget de la collectivité territoriale n'est pas sollicité. Donc l'argument financier, vous voyez un peu là où ça peut ne pas être très pertinent. Bon, si les usagers ont les moyens aussi. Ouais, ça renvoie à la question de Marsassoum de tout à l'heure. Alors, mais maintenant, après, la question de l'expertise au niveau local, là aussi, et vous avez parlé d'organes de gouvernance centrale, dans le système de gouvernance actuel des PPP, on a créé un organe d'experts qu'on appelle UNAP, Unité nationale d'appui au PPP.
dont le rôle et la mission est d'accompagner toutes les autorités contractantes, y compris les collectivités territoriales, dans le développement du projet à tous les stades de la procédure, depuis la préparation jusqu'à l'exécution. Donc, à partir de ce moment, la collectivité territoriale, même si elle n'a pas de ressources humaines qualifiées, elle peut compter sur l'unité pour l'accompagner. Donc, finalement, on a pris la décision maintenant de laisser les collectivités territoriales aller dans les PPP, et vous avez raison, ça permet de régler beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous voulez faire un marché, c'est très facile. Un maire, vous prenez juste un privé qui vient, vous laissez de l'espace, il fait un marché, il prend les cantines, il loue, il vend une partie, il rentre dans ses investissements. Vous avez un PPP. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qu'on est en train de préparer, nous, avec les collectivités territoriales. Donc, c'est à mon avis, est intéressante parce que ça fera peut-être un link avec ce qu'on pourra dire tout à l'heure avec Vienne. Parce que les lenders, c'était ça. Non, je reconnais certaines. Je peux poser une dernière question? Oui, bien sûr. Vas-y. Ah, ok. Ah, d'accord. Donc, deux questions alors. Alors, non, mais c'est d'abord, bon, je vais peut-être un peu titiller le docteur. Quand vous, à la page 49, vous citez la citation de Napoléon. Bon, pour moi, c'est anachronique, quoi. D'accord. C'est mon avis. D'accord. Mais bon, parce que Napoléon... C'est quelle citation alors? Quand vous dites que... Bon, c'est la page 48-49, quand vous parlez de déconcentration, ce n'est donc pas l'effet du hasard si les premières mesures importantes de déconcentration seront édictées par lui, Napoléon, le futur Napoléon, quelques mois après le coup d'État, etc. Bon, je dis anachronique parce que cette dynamique de déconcentration, elle était adossée à une politique de colonisation. En ce moment-là, on n'existait pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui la dynamique de décentralisation ou de déconcentration que dont nos territoires ont besoin, qui nous ressemble, qui nous rassemble et qui nous fait sortir un peu de l'exécuté dans laquelle nous sommes, où nos territoires sont, pour amener vers le progrès. Ça, c'était un peu Mais par contre, dans la même page, vous parlez du plan d'action prioritaire avec des résultats forts appréciables. Vous pensez vraiment qu'on a eu des résultats forts appréciables avec le plan d'action prioritaire? Parce que... Bon, d'abord, par rapport à Napoléon, moi, je crois qu'il faut qu'on se comprenne. Moi, j'étais dans une perspective, pas de décentralisation, mais de déconcentration. La déconcentration n'est pas la décentralisation. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, je termine. En fait, Napoléon disait simplement, si on peut gouverner de loin, on ne peut administrer que de près. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut... Vous prenez sa voix comme ça. Vous prenez? Non, j'ai dit, vous prenez même la voix de Napoléon. D'habitude, voilà. Donc, c'est un professeur, peut-être, il a la vie. Voilà, c'est ça exactement. Alors donc, c'est pour dire simplement que, et pour moi, ça rentre dans ce que tu as dit tout à l'heure par rapport aux collectivités territoriales. C'est-à-dire le fait de faire de telle sorte que les projets ne soient pas managés, préparés depuis le centre, qu'on puisse maintenant se rapprocher des terroirs, essayer de voir au niveau de ces terroirs-là, qu'est-ce qu'on peut... C'était ça le sens de la réflexion à ce niveau-là. Maintenant, l'autre question, c'est sur... Vous avez parlé du plan d'action prioritaire. Voilà, le plan d'action prioritaire. Bon, aujourd'hui, au Sénégal, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de réalisation. Fort appréciable, les mots ont leur sens. Mais fort appréciable, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de kilomètres d'autoroutes, on a beaucoup plus d'universités, on a beaucoup plus d'écoles, on a beaucoup plus d'hôpitaux, ça, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, qu'est-ce que ça nous... Tu es d'accord? Non, ça, j'ai dit... Ce qu'il dit là, c'est factuel. Mais bon, après, maintenant... Voilà, c'est là la question. Qu'est-ce qui est factuel? C'est que des universités qui sont pas très bien, qui ne sont pas ouvertes, qui ne sont pas abouties. Non, mais ce sont des kilomètres de... C'est peut-être un péage qui est très cher. Là, on en revient à la première phase qu'il avait mis un peu au début de son ouvrage. Analysé comme une réponse à un besoin réel exprimé par l'administration, le projet doit être techniquement adapté, structurellement cohérent et financièrement raisonnable. Donc là, s'il fait l'analyse, là, peut-être il va nous dire... Non, moi, je voulais juste mettre en relief les résultats. Maintenant, on peut toujours en discuter. Voilà, qu'est-ce que ça nous a coûté? Comment ça a été fait? Quelle est la procédure qui a été suivie? Ça, c'est tout un débat. Mais moi, je parle des résultats. Les résultats fort appréciables. Les résultats. On apprécie les résultats. Si on a des universités de plus, ce n'est pas appréciable. Si on a des autoroutes qui sortent de partout, c'est appréciable. Maintenant, qu'est-ce que ça nous a coûté? Comment ça a été préparé? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire mieux?
Ça, c'est un débat qui est ouvert. Mais est-ce que vous pensez que cette dimension-là, qui est pour moi primordiale, on va l'occulter du résultat? Non, justement, on ne l'occultera pas. Mais c'est le sens de ma question. C'est l'intérêt public. Peut-être il en débattait tout de suite. Oui, ce n'est pas le fait d'avoir 10 000... J'espère qu'on aura 15 millions d'autoroutes. Je le souhaite. 10 000 universités. Je pense que si on occulte la dimension, dimension immatérielle même, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Ce n'est pas uniquement la bâtisse. Il faut qu'il y ait un contenu, il faut un contenant. Vous prêchez un convaincu. Tu sais, moi, je suis un expert. Moi, vous êtes un expert? Je ne suis pas politicien, okay. Je suis un technicien. Non, mais ce que j'ai rien dit de politique. Je t'explique. Non, ce n'est pas polémique, je t'explique. Non, j'ai rien dit de politique. Non, je vous dis simplement que, c'est-à-dire, on peut discuter de certaines réalisations. C'est vrai, en restant sur le terrain technique, c'est possible. Je suis là. Oui, je suis d'accord, très bien. Mais à mon avis, en fait, moi, mon point, ce n'était pas vraiment de rentrer dans ces considérations-là. Je peux bien le faire. Mais vraiment, le point, ce n'était pas d'analyser ce qui a été fait. Parce que quand même, on ne sort pas de la problématique entre logique de puissance publique et logique marchande. Oui, mais c'est que si moi, je lis votre ouvrage, j'essaie de le comprendre et de poser des questions peut-être qui ne sortent pas. Sinon, ça n'a pas de sens pour comprendre moi ou les autres. Je veux dire, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Sinon, si vous voulez, on peut rester sur ce que vous voulez entendre. Non, cher ami, votre question ne me gêne pas. Je voulais juste préciser que moi, peut-être ma perspective, parce que moi, j'ai écrit un ouvrage. Oui, très intéressant. Non pas pour analyser. Non, c'est pas ça. Je suis en train d'expliquer un concept et les logiques qui gouvernent le concept. Les PPP entre logique de puissance publique et logique marchande. C'est-à-dire, l'objectif, ce n'était pas de poser un regard critique sur un certain nombre de réalisations. Non, c'est ma perspective de réflexion. Ah, d'accord. Ma perspective de réflexion, ce n'était pas ça. Si on m'avait demandé de faire ça, je peux le faire. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas ça. Je suis sur une matière, je considère que la matière n'est pas suffisamment comprise. Elle est considérée comme particulièrement complexe. Oui. J'ai eu la possibilité d'avoir une certaine relative maîtrise de la matière, je voulais partager. Pour expliquer c'est quoi le concept, quelles sont les logiques qui gouvernent le concept, ces projets-là, comment on les prépare, et quand vous les préparez, quels sont les paramètres qu'il faut savoir configurer pour réussir la meilleure préservation de l'intérêt public. C'est ça ma perspective. Maintenant, demain, après, on pourra discuter. Si on doit regarder un bilan, on pourra en discuter, on fera le bilan. Mais l'objectif de la réflexion, c'était vraiment pas ça. Okay. J'ai une dernière question, je vous ai bien entendu. Et c'est peut-être dans le même ordre d'idée. Quand vous parlez de la préservation d'une double exigence, je fais une question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans le projet du TER, il peut y avoir un retrait de l'acte administratif unilatéral de résiliation du contrat de PPP par l'administration, par exemple? Si aujourd'hui, l'administration se dit que le projet n'a pas été très bien monté, ou bien le projet aujourd'hui, dans son financement, avec ou égard les montants qu'on a dit que ça nous a coûté, 1000 milliards, 1500, je ne sais pas, c'est vous l'expert. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il peut y avoir une reprise de l'administration de ça parce que, quelque part, l'État du Sénégal a été lésé, et donc le Sénégal? Encore une fois, je préfère construire la réflexion de façon abstraite, pas par rapport au TER. C'est-à-dire, le TER, d'abord, et peut-être que je vais vous décevoir, le TER n'est pas un PPP. Okay. Madame Laura, le TER n'est pas un PPP. Et chaque fois que je le dis, les gens me regardent les yeux tout ronds. Le TER, c'est public quoi? C'est un marché public. C'est tout à fait public. Et c'est ça ce qui est encore plus c'est un marché public. C'est pourquoi je n'ai jamais compris, moi, à l'époque, quand on a agité la question de la propriété. Oui, le Sénégal il n'y a pas de société de projet avec le TER? C'est à quelqu'un, on a confié le projet, c'est la CETER. Okay. Oui, c'est une société d'exploitation, oui. Et là c'est une forme de partenariat public-privé. Non, ce n'est pas la société de projet qui fait le partenariat public. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est une forme de partenariat public-privé. Parce que la société de projet est quand même importante quand on parle de partenariat public-privé. C'est pourquoi je suis d'accord, mais je t'explique. Parce que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de l'unité de contrôle de la visite technique. Le centre de contrôle. Ouais, le centre de contrôle avec Veritas qui fait... Oui, justement. Est-ce que ce n'est pas le même modèle? C'est ça que je vais vous expliquer. Ce n'est pas le même modèle. Ce n'est pas le même modèle du tout. Ce n'est pas le même modèle du tout. C'est-à-dire, dans un PPP, il faut obligatoirement une société de projet. C'est une prescription légale. Exactement. L'article 26 de notre décret. Si vous êtes attributaire d'un projet PPP, vous devez mettre en place dans un délai de 3 mois une société de projet. Donc, tout PPP va avec une société de projet. Mais toute société de projet n'induit pas forcément la réalité d'un PPP. Voilà ce que je veux te dire.
Ce n'est pas parce qu'on est dans le cadre d'une société de projet qu'on est forcément dans un PPP. Voilà ce que je te dis. Non, moi, Maintenant, pour le TER, je t'explique le TER. Oui. Le TER, c'est l'État qui s'est endetté pour recruter un privé dans le cadre d'un marché public pour la réalisation de la voie ferrée. Marché public de réalisation d'une voie ferrée. L'État qui s'endette pour faire un marché de fourniture de locomotives. Et l'État qui engage un opérateur dans un contrat de courte durée. Un PPP, c'est un contrat de longue durée. Courte durée. Et le privé, dans le cadre du TER, le privé, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il fait tourner les trains, il assure l'entretien et la maintenance. Il encaisse les recettes que tu verses moi et tout, toi et moi, etc., les Sénégalais. Il met dans un compte séquestre, ouvert au nom et pour le compte de l'État du Sénégal. Et il est payé en fonction des conditions convenues avec l'État du Sénégal. J'ai travaillé sur le TER. Alors que j'étais à l'ARMP, quand je suis ici, je travaille plus. Je connais bien ce contrat. Ce n'est pas un PPP. La question de ce débat-là sur la propriété, vous savez, dans le cadre de PPP, la question de la propriété peut avoir un sens, c'est vrai. Et sur plusieurs aspects. Parce que dans un contrat PPP, qu'est-ce qui se passe? L'État signe un contrat avec un opérateur pour lui dire vous devez réaliser une infrastructure sur la base d'un financement que vous allez mobiliser. Après, je vous laisse la possibilité de rester, assurer l'exploitation de l'infrastructure, son entretien et sa maintenance, pour collecter des recettes que tu peux mobiliser toi en tant que privé, pour payer la dette que tu as contractée et pour se faire une marge bénéficiaire qui soit raisonnable. Maintenant, pendant cette durée-là, ce qui peut être 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc., le privé dispose de l'infrastructure et exploite l'infrastructure. Ce droit d'exploitation-là, c'est un droit à caractère économique. Donc, s'il y a une propriété dans le cadre de l'exploitation d'un PPP, c'est une propriété économique qui n'a rien à voir avec la propriété juridique. Et c'est la raison pour laquelle dans tous les PPP du monde, à la fin, il y a ce qu'on appelle the handback, c'est-à-dire l'infrastructure est retournée dans le patrimoine de l'État. Beauty. Parce qu'il est propriétaire juridiquement. Tout à fait. Donc, vous voyez un peu. Donc, cette question a été, à mon avis, artificiellement agitée dans le cadre du TER. Ça n'avait aucun sens. Et ça, je le dis. Ça n'avait aucun sens, absolument aucun sens. C'est que c'était d'autant plus scandaleux que c'était l'argent du contribuable. Pour moi, toutes les questions ont leur sens. Même si on peut penser qu'elles sont impertinentes, tout Sénégalais qui ne comprend pas a le droit de poser des questions parce que c'est l'argent public. Mais justement, la question n'était pas posée par les Sénégalais. C'était des... Non, c'était un journal français qui avait, à l'époque, vous vous rappelez? Les Sénégalais se sont posé les questions avant le journal français. Ah bon, d'accord, ok. Certains, les experts peuvent juger que nous autres, qui sommes des profanes, posons des questions impertinentes ou qui n'ont pas de sens. Mais nous allons continuer à les poser parce que c'est ça qui est important en tant que citoyen sénégalais, de savoir que à côté, il y a des abris provisoires, il y a des problèmes et on prend 1500 milliards pour un terre. Je ne juge pas de l'utilité de cet outil-là, mais je juge de la valeur. Est-ce qu'avec la même somme, on n'aurait pas peut-être construit un réseau ferroviaire, etc. Ce sont des questions légitimes. Et moi, je pense que même si vous m'avez bien expliqué et j'ai bien compris, c'est comme je dis, votre ouvrage, moi, je l'ai bien aimé, j'ai beaucoup apprécié. Mais la forme du TER est une forme de partenariat privé, comme la forme aussi de... Bon, je donne des exemples. Peut-être vous ne voulez pas, vous êtes dans l'abstrait. Mais moi, pour moi, le partenariat de la concession sur l'autoroute à péage est aussi une concession pour moi que je ne comprends pas. Et c'est là aussi, c'est ma dernière question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... On en a déjà parlé, mais bon, comme tu étais en retard, mais bon. Mais il n'y a pas de souci. Non, allez-y. Non, mais c'est comme c'est déjà... Non, mais de toute façon, à mon avis, comme j'ai dit, peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de regarder tous ces contrats et de regarder critiques. Mais moi, sincèrement, l'objectif ici dans cet ouvrage-là, ce n'était pas pour faire le procès des projets. C'était juste pour montrer voilà ce que la réalité scientifique couvre cette matière, quelles sont les règles qui l'organisent. Et un magistrat fait des procès. Je sais que c'est un domaine qui vous intéresse beaucoup, Madame Colleguer, parce que on a beaucoup parlé de collectivité territoriale. Tout à l'heure, peut-être, vous allez nous parler un peu de la ville de Vienne. Mais qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce qui a été dit par rapport à l'ouvrage de Ce que je retiens bien, c'est l'exemple du Cameroun, je crois, où c'est la participation, c'est-à-dire d'inclure ceux qui sont concernés par un projet. Cela est c'est aussi valable pour le logement social dont je vais parler. Tout à fait.
intégrer ceux qui vont utiliser le logement, c'est important. Absolument. J'ai vécu ça moi-même. C'est des processus de participation qui deviennent de plus en plus importants. Parce qu'il faut toujours tenir compte des besoins et des souhaits de ceux qui vont utiliser une certaine installation, des logements ou une autoroute, Absolument. etc. Ouais. Absolument. Comme vous avez la parole, vous allez la garder. Vous Merci. venez nous parler d'une exposition sur les logements sociaux qui s'appelle le modèle viennois des logements sociaux, une histoire à succès. Le vernissage, comme je l'ai dit tout à l'heure, aura lieu vendredi, le 10 mai prochain à l'Hôtel de Ville. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu un peu cette exposition, je me suis dit, les Européens, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer encore? Ils viennent nous parler de logements sociaux alors que peut-être on n'a pas les mêmes réalités. Mais j'avoue que j'ai été vraiment agréablement surpris par ce modèle de logement social. Ça veut dire que moi, je me suis dit, parce que je ne connaissais pas vraiment ce système autrichien, et je me suis dit que moi, pourquoi ça m'a particulièrement touché? Je me suis dit que parfois on nous parle d'utopie. Et là, je vois un pays qui vit une utopie en pleine Europe. Parce qu'on aurait pu nous dire que ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites. Parce que je sais de quoi je parle, parce que parfois je conceptualise des choses, on me dit toujours que ce n'est pas possible. Et vous avez prouvé au monde que c'était possible. Dans un environnement qui n'était pas facile. Parce qu'au départ, entre les deux guerres, même avant la Première Guerre, Vienne, c'était vraiment vivre dans des conditions horribles. Et on voit des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui, comme on en parlait avec Dr Djité, ont mis l'intérêt général en avant. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment le plus touché dans cette façon de faire autrichienne. C'est mettre l'intérêt général en avant d'abord et avoir beaucoup de bienveillance dans ce qu'ils ont fait. On se dit que nous voulons que les gens habitent, mais il faudrait que l'État prenne les choses en main. Parce que moi, j'ai toujours été contre cette théorie de moins d'État, mieux d'État. Et vous avez montré vraiment, dans un environnement qui n'était peut-être pas commode, de l'Autriche au cœur de l'Europe, avec beaucoup de régimes capitalistes purs. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Et on a pu faire ça. Et ce qui est intéressant dans cet aspect social, parce que je l'ai vu dans le document, c'est que quand on parle de logements sociaux, nous, on va tous penser à des logements pour les populations les plus démunies. C'est ça. Nous, c'est toujours ça qu'on a en tête, ceux qui n'ont pas de moyens. Et Vienne est parvenu à faire cette mixité et que tout le monde peut vivre en harmonie et tout le monde peut vivre, par exemple, dans des cités qui sont vraiment très, très jolies. Mais le problème, c'est, moi, ce qui me fascine, peut-être vous allez y revenir, c'est l'origine de ça. Comment les gens ont pu se poser et dire que nous voulons ça pour notre pays, nous voulons ça pour notre ville, nous voulons ça pour notre population. Merci beaucoup aussi de pouvoir présenter l'exposition. Mon rôle ici, c'est que je suis la partenaire locale ici à Dakar pour la ville de Vienne et concrètement pour l'agence de la ville de Vienne, Wiener Wohnen, qui gère les logements qui appartiennent à la ville de Vienne. C'est quand même une organisation avec 4000 employés. Et je suis responsable pour l'organisation et dans ce contexte, je voudrais bien remercier à tous les partenaires que j'ai rencontrés ici qui soutiennent l'idée et l'exposition, en particulier la mairie de Dakar, le bureau, l'ambassade de l'Autriche qui soutient aussi. Et aussi, je travaille j'ai cherché le dialogue avec les jeunes, en particulier le collège universitaire d'architecture de Dakar, CEAD, qui font la scénographie de l'exposition, qui apprennent aussi
sur le sujet du logement social. Alors, ça, c'est pour mon introduction. Oui. Moi-même, je ne suis pas vraiment l'experte, mais j'habite dans un logement social de la ville de Vienne. Oui. Donc, la ville de Vienne, comme j'ai dit, hein, elle est propriétaire de 220 000 logements, ce qui correspond à une surface de 13 millions de mètres carrés, qui sont loués à des prix abordables, limités, absolument limités, chaque mois. Et c'est-à-dire 220 000 logements à Vienne veut dire que chaque quatrième habitant ou habitante de la ville vit dans un appartement qui appartient à la ville, dans un appartement, dans un logement social. Ce qui est extraordinaire que 25% de la population d'une ville sont donc locataires dans un logement social. Ça, c'est une caractéristique unique dans le monde. Tout à fait. Ouais. La ville de Vienne a été élue pour la 3e fois ensuite comme ville avec la plus haute qualité de vie dans le monde, par Mercer, qui choisit parmi 231 villes, grandes villes. Et pour vous parler un peu de Vienne, la ville était la capitale d'une grande monarchie qui a été totalement découpée au cours de la Première Guerre mondiale. Et comme vous avez déjà dit, il y avait la misère totale de logement. Les gens vivaient dans les trous, il y avait la tuberculose. Et la ville avait le renommé, la réputation d'être la ville avec la plus mauvaise qualité de vie en Europe. Et vous avez aussi parlé de l'utopie, de réaliser une utopie. Donc après cette Première Guerre mondiale, il y avait l'utopie de la classe ouvrière, du mouvement socialiste qui se développait à réaliser une utopie. Et le slogan était à l'époque Licht, Luft, Sonne. Alors, lumière, air et soleil. Alors, sortir des trous où les gens ont vécu ensemble. Alors, et il y avait aussi une chose importante, selon moi, que les gens n'ont pas dit « j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'un toit sur la tête », mais que c'est un droit, avoir un droit. Ça fait une différence, je crois, une grande différence. Donc, on appelle Vienne la ville rouge, parce que c'est depuis 100 ans que la ville a un gouvernement socio-démocrate. Bien sûr, pas pendant la Deuxième Guerre mondiale, où tout était interrompu, mais après, la République s'est reformée. Tout a été détruit aussi, beaucoup de choses ont été détruites. Malgré cette destruction pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Viennois ont tout reconstruit. Et moi aussi, cet aspect qui m'intéresse, je parlais de bienveillance, c'est le fait qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'apport, et que les gens peuvent venir, s'ils remplissent certains critères, avoir un logement. Parce que vous ne faites pas le focus sur la propriété. Comme vous dites, il y a beaucoup de gens qui sont locataires. Et les gens, in fine, ce qui les intéresse, c'est d'être logés. Et cette approche est différente de beaucoup d'approches de logements sociaux, où on vous parle de logements sociaux, mais il faut avoir une garantie. Il faut avoir un apport. Il faut payer beaucoup de millions. Et on a cette obsession de la propriété. Alors que même dans le droit, docteur Dité le sait mieux que moi, on a ce qu'on appelle les baux qui prennent la durée de vie. Par exemple, on dit 99 ans, parce que ce qui importe dans une maison, et je le répète tout le temps, et les gens, ils oublient ça, c'est que la maison ne vous appartient que de votre vivant. Quand vous êtes mort, la maison ne vous appartient plus. Et dans nos familles, nous, c'est une question d'héritage. On va vendre la maison pour que les ayants droit puissent prendre l'argent. Donc, cette maison va sortir de votre patrimoine dès que vous mourrez. Donc, ce qui est plus important, c'est d'avoir quelque part où habiter.
et à des conditions qui sont assez accessibles. Et c'est ça que les Viennois ont compris, je pense. Bon, je crois être locataire, ça dépend si on est content ou non. Hein. Il faut dire qu'en tant que locataire, on est très bien protégé à Vienne. Si on va dans un logement social, je dis social, mais un logement de la ville de Vienne, on est bien protégé. On entre là-bas, on n'a rien à payer, pas de contrat, pas de caution, pas de courtier. Donc c'est beaucoup d'argent normalement, si on est sur le marché privé. Hein. Les cautions, c'est, je ne sais pas, 3 loyers. Le courtier, il demande 3 loyers. On arrive à des sommes qui sont vraiment importantes. Ça, ce n'est pas le cas dans les logements de la ville de Vienne. Elle est propriétaire. Et apparemment, les gens sont contents, sinon ils ne resteraient pas là. Le logement social comprend plus ou moins 3, si je peux dire, catégories. Dont j'ai parlé, c'est les logements qui appartiennent à la ville. Et je parle de la ville de Vienne. C'est les 220 000, outre les garages et les magasins. Tout à fait. Les cabinets médicaux aussi. La deuxième catégorie, c'est le logement subventionné, qui s'est développé après la Deuxième Guerre mondiale, surtout. Je parlais comme une experte déjà. Vous y connaissez. Mais ce qui m'a fasciné, ça me fascine personnellement aussi. Et c'est la passion avec laquelle vous parlez. Oui, c'est je ne vais pas exagérer, non. Mais c'est les associations, les coopératives et toutes ces... C'est pas des entreprises, mais des coopératives, des associations qui travaillent à but non lucratif. Absolument. Alors, qui n'ont pas le droit de faire du profit avec les logements. Et ça, c'est aussi très important. Absolument. Parce que ça protège. Hein. C'est une protection de la population. On a vu que le marché privé, hein, ça explose. Et si la demande est grande, les prix augmentent. Alors, on est vraiment dans la misère parfois de trouver un appartement décent pour vivre. Alors, ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, ce qu'on appelle logement social, où va l'argent, c'est la rénovation des anciens immeubles, même s'ils sont du 19e siècle, même si les propriétaires sont des privés, il faut les soutenir à augmenter le standard. Hein, parce que, par exemple, l'électricité, il faut la renouveler tous les 40-50 ans. On ne peut pas laisser comme ça. Alors, ça, c'est les 3 catégories de logement social, logement subventionné. Avant de passer la parole à Laura, moi quand je parlais d'utopie, c'était vraiment par rapport à ces 2 derniers aspects. Parce que vous avez parlé des entreprises à but non lucratif. Parce que moi, ça, c'est quelque chose que... Pour moi, c'est peut-être une particularité viennoise. C'est quelque chose peut-être d'unique au monde. Moi, ce service public, une entreprise qui a non seulement un but lucratif, mais il y a une autre catégorie, c'est une entreprise à but lucratif modéré. C'est-à-dire que ça aussi, où est-ce qu'on met le curseur? À quel moment on sait que c'est modéré? À quel moment on sait que c'est vraiment capitaliste? Et comment une personne peut de son propre gré se déclarer entrepreneur à but lucratif, à but non lucratif, ou bien à but lucratif modéré? Moi, c'est ça qui me bluffe complètement, si je peux te dire. C'est-à-dire que c'est cette bienveillance, ces gens qui se sont dit à un moment donné, nous allons faire ça. Moi, qui vis dans une utopie, parce que moi, je suis un éternel utopiste, je me dis que c'est possible. Mais voir ça, je pensais que j'avais une certaine culture générale, mais sur ce plan-là, Vienne, j'ai fait une découverte extraordinaire avec votre projet-là. Non, justement, il y a 76% de la population sont des locataires. Il n'y a que 14% qui sont propriétaires d'un appartement, et je crois entre 4 ou 6% qui ont une maison individuelle. Mais ça, c'est la tradition.
Et Vienne n'a jamais vendu ses logements, comme d'autres villes en Europe. Absolument. Ça, c'était peut-être une bonne décision. Je ne peux pas juger. Mais, nous, on peut juger ça. C'est une excellente décision. Mais le logement social à Vienne, les 3 catégories dont j'ai parlé, ça a aussi un effet sur le marché privé. Tout à fait. Qui ne peut pas exploser parce qu'il y a même pour le secteur privé, il y a des catégories, mais quand même. Et bien sûr, il y a toujours les appartements de luxe, mais ça, c'est pas la masse. Absolument. La masse, c'est le logement décent, avec une infrastructure, avec l'accès au transport public. Et ça, c'est la politique à Vienne. Et c'est politique, c'est une politique. Laura. Il y a des instruments, il y a les piliers du logement social, comme l'économie. On dit que chaque euro investi dans le logement social revient 1,7 fois. Absolument. Alors ça se double parce que l'argent reste. Avec si je ne paie pas beaucoup de loyer, je peux dépenser l'argent autrement. Exactement. C'est ça, l'économie. Et c'est rentable, c'est vrai que c'est ça le paradoxe. Et c'est aussi un certain pouvoir de la ville. Ça traduit le pouvoir aussi. Et oui, c'est ça. Puis, dans les 220 000 appartements, il y a des gens, des habitants de 180 pays différents. Alors, il y a beaucoup de cultures qui se rencontrent là-bas. Alors, c'est aussi de bien gérer ça, de soutenir la participation, une bonne cohabitation. Ça crée une mixité sociale, ça crée la paix sociale. Il n'y a pas de bidonville. C'est une des caractéristiques aussi que dans chaque arrondissement de Vienne, il y en a 23, il y a les logements sociaux, les logements de la ville de Vienne. C'est reparti. Alors, si quelqu'un donne l'adresse, on ne sait pas d'où il vient. Absolument. Combien il gagne. On sait d'où il vient, mais on ne sait pas si un professeur à l'université ou un ouvrier dans un dépôt. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on empêche même l'embourgeoisement. Parce que si c'était par exemple dans des... Peut-être ici, il y a des gens qui vont essayer d'avoir plusieurs logements et essayer de s'accaparer, je veux dire, du territoire. Et en ce moment, ceux qui ont moins de moyens seront obligés de partir parce qu'ils ne pourront plus soutenir le train de vie qui va augmenter parce que vraiment, Mais il y a une politique qui empêche oui, c'est fait exprès. Je crois qu'on appelle ça la gentrification. Gentrification. Il y a un mot barbare pour dire gentrification. Oui. Moi aussi, j'ai googlé ce que c'est gentrification pour être honnête. J'ai trouvé... Ça vient de l'anglais. Gentrification. Non. Oui, mais tout à fait, c'est comme ça. Bon. Alors, on voudrait bien inviter... nous, on aimerait bien. À visiter, tout à fait. À visiter et vous informer en plus de détails. Oui, absolument. Peut-être une question rapidement, parce que, ou bien un commentaire, un petit mot. Un petit commentaire, bah oui, parce que justement, vous avez parlé de ce dont j'allais vous parler juste à la fin de votre propos. C'était un petit peu cet effort que vous faites pour la mixité sociale, pour la cohabitation, et qui forcément nous parle. Parce que c'est vrai que vous avez expliqué que le défi, au-delà de mettre en place tous ces logements qui soient décents pour tout le monde, c'était aussi la maintenance, de pouvoir préserver aussi ce parc, et que c'est un petit peu ce sur quoi vous travaillez beaucoup, que vous avez justement aussi un groupe de réflexion sur le logement social. Et on comprend en fait avec ce modèle viennois que moi aussi j'ai découvert que c'est vraiment une science du logement social finalement qui est née. Et cet aspect-là effectivement du renforcement de la cohésion sociale, je pense que c'est celui qui m'a un peu le plus marqué dans la présentation, parce que vous parlez de mettre en place dans les quartiers des lieux de rencontre pour que personne ne reste anonyme, que personne ne reste dans son coin. Effectivement, c'est vrai que dans les villes d'Europe, on va avoir beaucoup cette solitude-là, et parfois des gens, on va entendre même des faits divers dans lesquels on va dire telle personne est décédée chez elle, on l'a appris 2 semaines après. Ce sont des choses en fait qui peuvent effectivement
marqué et j'ai l'impression qu'avec ce que vous avez essayé de faire à Vienne, ce ne sont pas des situations auxquelles en fait on aurait l'habitude de se retrouver, face auxquelles on aurait l'habitude de se retrouver, parce qu'il y a un vrai travail qui est fait pour maintenir cette cohésion-là. Et c'est un petit peu ce qui m'a marqué. Et justement, par rapport à l'exposition, je voulais vous demander comment est-ce que tous les aspects dont vous avez pu parler et qui ont été présentés également vont pouvoir être traduits dans cette exposition et quels sont finalement les objectifs d'une telle exposition ici au niveau du Sénégal. L'objectif, c'est justement de montrer comment un modèle de logement social peut fonctionner. Je ne viens pas avec la mission, ou la ville de Vienne ne vient pas avec une mission de dire tout le monde doit faire comme ça. Mais pourtant, on a des dizaines de délégations internationales qui viennent à Vienne pour se renseigner, et pour apprendre en détail comment un système pareil. En fait, c'est un système de solidarité aussi. C'est financé par les taxes, par l'argent public. Chacun en Autriche qui travaille, qui a un emploi, paie automatiquement 0,5% de son salaire mensuel à un fonds. Les employeurs aussi, le même pourcentage de leurs revenus. Donc, il y a un fonds pour le financement de la construction et de la maintenance. Mais ça est valable pour toute l'Autriche. Et Vienne est un département et une ville en même temps, comme Dakar d'ailleurs. Oui. D'accord. Donc, du coup, ce sera l'occasion, de jeter un œil sur les bonnes pratiques qui peuvent se faire hors de nos frontières. Oui, mais comme j'ai dit, ce n'est pas une mission, c'est juste de partager et de faire savoir comment ça fonctionne ou peut fonctionner. Peut-être un mot, docteur Dité. Oui, c'est un modèle qui nous parle. Hein. Tu sais, le Sénégal a un programme de logements sociaux. Tout à fait. Avec l'ASAFRU qui a été créé. Alors aujourd'hui, moi j'ai constaté que le modèle n'est pas le même. Ici, c'est des logements qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, parce que c'est la communauté qui garde la propriété. Alors qu'ici, le modèle, on construit mais on vend à un prix accessible. Donc, ce n'est pas le même modèle à la base. Accessible, entre guillemets. Entre guillemets, voilà, très bien. Grand guillemets. Ce n'est pas toujours accessible. Donc, moi, je pense que peut-être le Sénégal pourrait... Peut-être c'est une exposition qu'on fera... On se fera le devoir de venir regarder. C'est un modèle intéressant qui pourrait peut-être nous inspirer. Tout à fait. En tout cas, nous avons été très heureux. Il y aura une table ronde avec des experts de l'Autriche et d'ici aussi, parce qu'il y a aussi une riche histoire en logement social à Dakar, aussi, au Sénégal. Et cette table ronde aura lieu le 14 mai. À l'hôtel de ville aussi. Et l'exposition, c'est jusqu'à quand? 2 événements. Il y a une table ronde de 14, l'exposition. Et l'exposition, c'est... Peut-être que le docteur Dité sera là pour la table ronde, peut-être qu'il faudra l'inviter. Oui, je l'ai invité, tout de suite. S'inspirer de ce modèle. Oui. Je ne sais pas, j'ose pas dire ça. En tout cas, nous avons été très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je vous remercie, c'est très agréable ici. Merci beaucoup. Remercie également le docteur Moustapha Dité d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle « Les partenariats publics-privés au Sénégal entre logique de puissance publique et logique marchande ». Excellent ouvrage, vraiment, qu'on conseille à tout le monde. Publié aux éditions L'Harmattan Sénégal. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Merci à vous. Merci. Nous allons poursuivre avec la seconde partie de cette émission en recevant un docteur ès-lettres d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialisé en égyptologie. Il est enseignant et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Il vient de publier aux éditions Presse panafricaine le roman intitulé Phara, le roi soleil. Nous recevons docteur Papa Farisei. Nous allons terminer cette émission avec une auteure, compositrice et interprète de grand talent. Elle vient nous présenter son single intitulé Wanema. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Khadipoui. Bonsoir Madame, bonsoir professeur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau.
Nous allons commencer par vous, professeur Sey. Vous venez nous présenter cet ouvrage, ce roman qui s'appelle Farah, le roi soleil, qui est un roman, parfois, je ne sais pas s'il y a un caractère autobiographique dedans, mais la première question, c'est Farah. La Farah, c'est normalement le prénom masculin, c'est Farah. Et vous, vous appelez Fari. Fari, c'est la version féminine de Farah. Vous, l'égyptologue, Farah, c'est le pharaon, c'est le roi, et Fari, c'est la reine. C'est ça. Merci Alioune, merci de m'avoir invité sur votre plateau. C'est toujours un plaisir. Bonsoir à Madame Fortes, bonsoir à Tcherno. En fait, Farah, c'est pharaon. Donc Pharaon ou Pharaon ou Pharaon. Donc c'est le mot africain français de pharaon, de père Ankh, que j'ai choisi ici. Et c'est le dieu soleil lui-même. En fait, j'avais déjà écrit un premier roman, Sarah, la lune du jour. Tout à fait. Mais en réalité, il y avait un goût inachevé. Bon, les gens m'ont demandé d'écrire la suite parce que le personnage central, Sarah, qui est aussi un attribut de Pharaon, Sarah, fils de Ra, donc il avait une fin tragique. Il avait tenté l'immigration clandestine, ça n'a pas réussi. Et les gens m'ont dit, il ne mérite pas ce sort. Parce que durant tout le long du roman, que j'ai publié en 2012 chez l'Harmattan, donc il a été un homme brave, un élève sérieux, un étudiant sérieux, dégourdi, quelqu'un qui s'est beaucoup battu. Mais finalement, il a eu une fin tragique. Moi, les gens m'ont dit d'écrire la suite. Depuis 2012, je n'avais pas le temps. Bon, j'ai commencé en 2015 à écrire, mais j'ai dû surseoir pour me consacrer à la rédaction de ma thèse. Mais quand j'ai fini en 2021, en raison de la Covid, j'ai repris le projet que j'ai terminé en 2024. Mais ce n'est pas une œuvre autobiographique, bien que, il y a je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a aucune œuvre aucune œuvre innocente. Absolument. Pour moi, il n'y a aucune œuvre créée. Il n'y a que des œuvres réinventées. Il n'y a aucune œuvre qui sort ex nihilo. Il n'y a aucune œuvre qui est innocente. Donc, quand on écrit soit en fonction de son vécu, Tout à fait. en fonction de ce qu'on nous a dit, en fonction de ce qu'on sait ou ce qu'on a vu en rêve, mais ça part toujours d'un substrat. Et c'est pourquoi il y a certains passages et certains chapitres, en réalité, qui relèvent de mon vécu personnel, quotidien. Absolument. Et ça fait un beau roman parce que on voit un peu l'histoire de Farah. Non seulement parce que là, vous nous le présentez au retour d'un voyage qui n'est pas ce voyage clandestin, mais qui est un voyage normal, comme on dirait, entre guillemets, qui a essayé... Pas de voyage anormal. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Je savais qu'il allait mettre son grain de sel. Donc là, il revient d'Europe. Peut-être qu'il n'a pas réussi comme il le voulait. Et à partir de là, on le voit aussi faire un autre voyage, celui-là qui n'est peut-être pas temporel, mais qui est spirituel. Et là aussi, vous nous contez ce voyage spirituel de Farah et vous le mettez un peu en... je sais pas, vous le comparez à un autre voyage spirituel d'un autre qui s'appelle Pastef. Et là aussi, vous adressez aussi cet aspect sociétal, tu vois, de la religion. Vous n'êtes pas peut-être trop rentré dans les aspects techniques, peut-être, entre guillemets, de la religion, mais l'aspect sociétal, comment on perçoit les choses, ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Justement. En fait, quand il est retourné du voyage clandestin, c'est dans Sarah, la lune du jour. Donc, la dernière phrase de Sarah, la lune du jour, c'est que Sarah, il revient bredouille de son voyage. Sa mère Matitiam ouvre la porte de la maison et il tombe en syncope. Et la première phrase de Farah, le roi soleil, alors si vous la mettez en corrélation avec la dernière phrase, vous avez la suite. Et ce voyage-là... C'est vrai que j'ai lu ça en 2012 et j'ai beaucoup aimé. Alors, il retourne chez lui et il se sent un peu découragé par rapport à ce voyage et il commence à embrasser la religion. Et Farah qui embrasse la religion pour trouver un peu
le réconfort spirituel, en réalité, tape à toutes les portes. Il fréquente ce qu'on appelle les arabadous. Il reçoit un message. On a compris de qui vous pouvez vous Non, c'est une fiction. En réalité, ce roman est une fiction. Donc on va faire comme si les arabadous n'existent pas. C'est ça. Il les côtoie, mais le message qu'il lui donne le convainc. Il commence à avoir un sentiment religieux très fort, à croire en Dieu, à aimer les arabadous, à aimer la manière de leur organisation. Et tout ça ne lui permet pas en réalité de satisfaire ce sentiment religieux qui est en lui. Et Farah retourne de son voyage bredouille dans un contexte de Covid. Et j'en ai profité pour parler de tous les scandales qui ont eu lieu pendant cette période de Covid, avec le fonds Covid-19, les 1000 milliards. J'en ai profité également pour faire la corrélation avec l'Égypte antique, pour dire que pendant les périodes de Covid, pendant les périodes de difficulté en Égypte ancienne, c'était pendant la période de l'inondation, le Nil a envahi les terres, c'est la désolation. Mais les Égyptiens en profitaient pour réfléchir, pour penser, pour développer un sentiment religieux. Mais nous, en Afrique, nous, au Sénégal, pendant la Covid, au lieu de profiter de ce moment de désolation, réfléchir, inventer des vaccins, développer la science, nous passions tout notre temps à discuter, à échanger sur des choses qui n'ont aucune importance pour le pays. J'en ai également profité pendant cette période de Covid pour dénoncer un certain nombre de comportements inciviques et qui caractérisent notre société sénégalaise. Le problème, c'est que ce Farah-là qui revient de son voyage, j'avais en projet un chapitre de ce Farah-là qui devait encore voyager normalement. J'avais ce dilemme, mais je dois reconnaître ici que c'est avec Mohamed Mbougar Sarr où j'ai trouvé l'astuce. Au lieu de faire de ce seul personnage, de lui faire endosser tout ce que je voulais qu'il porte, alors avec Mbougar, quand j'ai lu Mbougar, la plus secrète mémoire des hommes, j'ai compris alors que je pouvais avoir plusieurs personnages auxquels je vais faire endosser beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai inventé ce personnage passif. Et ce voyage normal que Farah va effectuer, en réalité, ça a été un rêve. Et c'est à partir de ce voyage que j'ai créé, réinventé comme étant un rêve, où j'en ai profité pour mettre un certain nombre de messages religieux, c'est-à-dire Farah devant la porte de l'aéroport, qui se présente, qui pense qu'il est devant la porte de la tombe, Farah qui est laissé par ses amis, qui doit rejoindre, qui doit embarquer dans l'avion, se voit tout seul dans sa tombe en train de répondre aux gardiens, etc. et tout ça. Maintenant, Passif, c'est le personnage pervers. C'est le personnage qui va, à partir de son vécu pervers, rencontrer un religieux qui s'appelle Yakar. Et par le biais de celle-là. Et tout ça, je ne pouvais pas le faire endosser à Farah, mais je dois reconnaître honnêtement, effectivement, que cette astuce-là, j'ai pu la retrouver au niveau de la plus secrète mémoire des hommes. Et c'est ce qui fait un peu également ces personnages. Chaque personnage est un personnage central dans ce roman. Peut-être un mot rapidement, chacun. Un mot rapidement, oui. De toute façon, vous avez déjà anticipé un peu ma question. C'était par rapport au roman, justement, Sarah, et peut-être à quelle suite vous vouliez donner, mais vous l'avez déjà expliqué. Donc, juste peut-être, non, pour le commentaire, vous remercier pour ce voyage spirituel, parce que c'est vrai que quand on parcourt, c'est un peu ce qui nous traverse, et peut-être aussi pour avoir choisi d'évoquer la thématique aussi du mariage intercaste, qui est toujours intéressante aussi de toujours reposer les questions. Et je pense que c'est aussi cette partie-là qui m'a intéressée dans votre roman. Donc moi, j'ai pas encore lu Sarah, qui est sortie en 2012, mais bon, je vais essayer de me procurer aussi pour pouvoir un petit peu compléter la lecture. Et voilà, vous féliciter, vous remercier. C'est ça. Merci, Madame Fortes. Clairement. Alors moi, j'ai trouvé votre ouvrage très intéressant. Merci. Parce que le roman, c'est un genre carrefour. Et je pense que qui permet un peu de convoquer d'autres genres. Et parfois, vous avez été très romancé. D'autres fois, vous avez glissé vers l'essai. C'est quand, par exemple, vous parlez de la situation du Covid par rapport au scandale, etc. Là, vous faites passer un message, quoi. Vous sortez vraiment de la fiction, mais vous convoquez une réalité.
Il y a aussi des moments avec les personnages. C'est-à-dire, vous avez inventé des noms, mais aussi inventé des situations, même des villes. C'est ça. Peut-être des villes qui, dans leur originalité, on renvoient à un sens original, mais que un peu dans le langage courant, on ne comprend pas. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi surtout aimé la partie où, vous parlez du voyage légal, de l'Europe, etc. C'est ça. Parce que moi, personnellement, je pense que je prends la réciprocité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ceux qui viennent chez nous, l'Occident, payent le visa. Justement. Parce qu'il ne faut plus qu'on va chez eux. Pour moi, c'est même de l'arnaque. On paye beaucoup d'argent. Parfois, on est maltraité, on est mal reçu. Et parfois, ils se permettent de dire que nous sommes des migrants. Et ce sont des expatriés. Il faut déconstruire ce narratif-là qui est fallacieux à mon avis. Pour moi, il faut cette réciprocité. J'espère que ce régime-là va le faire. L'argument souvent qu'on nous donne, c'est que ça va tuer le tourisme. Et moi, j'ai fait un petit calcul. Je me dis que dans 10 ans, et pour moi, l'horizon du Sénégal doit être l'Afrique. Si on reçoit 10 millions d'Africains qui dépensent même 100 000 francs au Sénégal, c'est 1000 milliards. 1000 milliards, c'est important pour une économie. Et c'est beaucoup de loin ce qu'on peut gagner, par exemple, avec les touristes qu'on reçoit au Sénégal. Surtout, on n'en reçoit pas encore 2 millions aujourd'hui de l'Occident. Je pense que donc, moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect. J'ai aussi aimé le côté où vous parliez... comme je disais tout à l'heure, de la spiritualité. Il y a un voyage spirituel intéressant que j'ai aimé, même si, par ailleurs, je n'ai pas trop compris, et c'est ma question, est-ce que ça a été volontaire, ou est-ce que, quand vous dites, par exemple, qu'il est tombé dans la religion parce qu'il a eu des problèmes. Donc, il a trouvé en la fatalité une béquille pour revenir, ou est-ce que ça n'a pas été un chemin délibéré qu'il a amené à la foi religieuse? Merci Thierno. Je partage votre idée par rapport à la réciprocité des relations internationales, parce que toutes les tracasseries que Farah a dû subir entre l'ambassade et Diariemou, pour pas un simple visa, mais pour un visa, parce que c'était son rêve de partir. Mais ce chapitre-là, c'est un rêve. Farah a rêvé de partir en Europe, mais c'était l'occasion pour moi de montrer que vraiment la délivrance du visa, surtout en France, à l'ambassade de la France, c'est parfois n'importe quoi. C'est extrêmement difficile. Et également les conditions des Modou-Modou. J'en ai profité pour parler de ces dures conditions. Et quand je le dis, j'en sais quelque chose. Et c'est l'occasion pour nous de les encourager et de demander aux familles qui sont restées ici au Sénégal de faire très attention et d'aider les Modou-Modou. Et je dis dans le roman que souvent, pendant les fêtes, ils sont obligés de changer de numéro de téléphone en raison des nombreuses sollicitations des gens qui sont là, qui pensent que les Modou-Modou, ils ramassent des euros, ils ramassent des dollars en Europe, alors que tel n'est pas le cas. Ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Absolument. Et ils gagnent difficilement leur vie. Maintenant, la religion comme étant une béquille pour faire face aux difficultés de la vie, c'est ça... c'est le reproche qu'on disait à Farah. Ses amis lui disaient non, mais il va s'en sortir, c'est parce qu'il a échoué dans la vie, il n'a pas pu réaliser ses rêves, il n'a pas pu épouser Issamba, et c'est pourquoi il taquine la religion, mais il va laisser tomber. Mais c'est pour dire en réalité que la religion, c'est une affaire de foi. Quand on embrasse la religion, c'est par des convictions et pour des convictions. On ne doit pas embrasser la religion parce que simplement on a été déçu quelque part, on cherche un réconfort spirituel pour... C'est vrai que c'est un réconfort spirituel, c'est une force spirituelle et morale qui nous permet de bien vivre dans la société, mais la religion ne doit pas être une affaire accidentelle, occasionnelle, qu'on doit emprunter quand on a des problèmes, et quand tout est fini, quand tous les problèmes sont réglés, on renie notre foi et on retourne à nos anciennes habitudes. Et c'est pourquoi je dis que c'était une critique, mais Farah a pu faire de cette critique une force. Absolument. En se disant, je ne vais jamais retourner, n'est-ce pas, à mes habitudes anciennes, retourner vers mes amis qui me disent que non, tu vas laisser tomber tout ça. Et cela lui a permis de résister et finalement de se rendre compte que de tomber entre les mains de Yakar, parce que ça, c'était la première étape de son voyage spirituel chez les Arabadou. Il critiquait tous les chefs religieux, tous les soufis, en disant qu'ils sont dans le Bida, dans le haram, etc., parce que c'est ce qu'on lui avait appris. Il y avait une intolérance religieuse. Et ce qui me semble être le plus intéressant dans ce roman, c'est le message pour la tolérance religieuse. C'est-à-dire qu'on peut croire à ce que l'on croit, mais laisser les autres croire à ce qu'ils croient. L'altérité. Et donc, on a la possibilité de dire ce que l'on pense, mais de manière objective et de manière
respectueuse et de respecter la foi des autres. Et si tel est le cas, on peut vivre dans une société de paix, d'équité, où les gens se respectent mutuellement. Absolument. Et c'est sur la base de ce respect mutuel que la paix puisse se construire. Et sans la paix, il n'y a pas de développement. Absolument. Je pense que c'est une bonne transition pour parler de l'actualité de Mme Khadipouy. Vous savez que vous avez le même nom que notre réalisatrice. Donc, vous venez nous parler de votre single qui s'appelle Wanema. Donc, c'est vraiment un message, je pense, qui vous tient à cœur pour parler un peu du handicap. Ne me cachez pas, c'est le titre en français. Donc, c'est vraiment pour parler de personnes peut-être qui vivent en situation de handicap et qui peut-être dont les parents ne sont pas trop fiers et qui les cachent. Ça, c'est vraiment le cri du cœur que vous vouliez pousser à travers ce single. Oui, bonsoir à la RTS. Et bonsoir aussi Souadou qui a fait la coordination avec Aram. Vraiment, je vous remercie. Et il y a très longtemps aussi, les gens m'appelaient Khadipouy, est-ce que tu es la réalisatrice de RTS? Ah bon? Ah, donc notre Khadipouy, elle est aussi célèbre que ça, hein? Ah, c'est une star? Oui, je dis, je ne connais même pas parce qu'on écrit son nom sur le banc de tout la à fait. télévision. Vous ne lisez même pas. Ouais. On écrit son nom. Je la salue, Khadipouy Montoma. Et moi, je suis artiste musicienne. Je suis dans la musique depuis 2007 et je porte l'ambassadrice des personnes en situation de handicap parce que je défends le cause, parce que chaque personne handicapée est un ambassadeur ou ambassadrice pour faire le plaidoyer. Et comme moi, je suis artiste, et c'est ça mon combat. Et les enfants de la rue, parce que j'ai eu la chance de travailler avec des ONG internationales et qui défendent aussi la cause des personnes en situation de handicap. Et je suis leur modèle. Ils m'ont pris comme une modèle pour défendre la cause. Et même les enfants de la rue aussi. C'est ça qui m'a poussé de chanter Wanema. Ouais, Wanema, ça parle d'une mère qui a un enfant en situation de handicap. Elle lui fait mendier et elle lui casse ses amis. Quand ses amis entrent à la maison, elle dit son enfant handicapé aller dans la chambre. Avant cette chanson, j'ai eu beaucoup de plaidoyers comme ça. Alors, j'ai dit, pourquoi pas, je ne peux pas chanter ça avec ma voix et l'émotion que je sors pour que aussi... parce que aussi les gens aiment bien ce morceau avant que je l'ai enregistré. Mais ce n'est pas un single, c'est un album. Ah, c'est un album? Oui, que j'ai sorti en France le 4 décembre passé avec l'association CASE Culture qui fait la promotion des artistes sénégalais parce qu'ils ont déjà produit Omar Bassoum, Feu Omar Bassoum. Ouais, et ils m'ont produit aussi le 4 avec l'aide d'Alassane Cissé aussi, le grand journaliste. Et ils m'ont produit, j'ai sorti la production le 4 décembre en France et j'ai fait un concert aussi au Chaises l'OCDE. J'ai joué là-bas le 4 décembre passé et c'est là où j'ai eu l'occasion de sortir l'album. Il y avait beaucoup de nationalités là-bas qui ont acheté l'album vraiment et ils l'ont adoré aussi, la cause que je défends pour les personnes en situation de handicap. On va peut-être regarder le clip Wanema pour avoir un peu une idée de ce que vous faites avec votre homonyme, là, dès que c'est prêt. C'est très difficile. Personne ne nous considère que nous sommes des êtres humains. La gomme dans le métier. La vie des handicapés, c'est très difficile. Personne ne nous considère que nous sommes des êtres humains.
Kujur doomu laagoom di ka yelwaanloo ma dellu gisaat yaay kujur doomu laagoom di ko nëbb jant bi man sama yaay melu noonu sama yaayee booy melu noonu la vie des handicapés c'est très difficile personne ne nous considère que nous sommes des êtres humains la gomme daal metti na la vie des handicapés c'est très difficile personne ne nous considère que nous sommes des êtres humains la gomme daal metti na nga jur sa doom di ko nëbb jant bi bu sa xarit ñëwee nga daw nëbb ko te bu yelwaan Très belle chanson avec un message très puissant. Laura? Félicitations pour ce clip, pour cet album qui est ici. C'est vrai que moi, je pense que ce qui est très touchant dans votre présence parmi nous, c'est déjà, c'est toujours un bonheur de finir l'émission en musique, mais aussi, on voit dans votre clip que vous incarnez vraiment, c'est votre vraie vie en fait que vous montrez. Ouais. Et je pense que c'est ça qui peut nous impacter le plus. Je pense que quand vous dites que vous êtes une ambassadrice, c'est exactement le terme qui correspond parce que c'est vrai que vous incarnez votre message et vous passez le message en fait autour de vous. Donc pour ça, je trouve que c'est très inspirant. Et j'ai cru comprendre aussi que c'est d'autant plus inspirant, en tout cas quand on sait que vous, c'est votre maman qui vous a encouragé à faire de la musique. Et je pense que c'est un message aussi qui peut inspirer beaucoup d'artistes parce que c'est vrai que souvent, on va recevoir des artistes ici qui vont nous dire que on ne les a pas soutenus dans leur désir d'évoluer dans la musique ou dans une autre forme d'art. Et vous, dans votre cas, justement, vous avez été encouragés. Et ce, malgré le handicap, je pense que ne serait-ce que de porter le message et d'être là, c'est déjà très fort. Donc, merci pour ça. Et puis, vous avez plus de 15 ans de carrière. Vous avez toutes sortes de casquettes. On l'a vu aussi dans le clip. Vous travaillez à rendre plus visibles aussi les personnes en situation de handicap. Vous êtes engagé dans le leadership des femmes. Quelles sont vos perspectives justement à partir de cet album-là et peut-être pour la suite? Quelles sont vos prochaines actualités? Oui, parce que chaque année, je fais un festival là-bas à Rufisque. Je devrais faire la 10e édition le mois de juin, mais avec peut-être les élections et on a poussé ça jusqu'à le mois d'octobre pour faire la 10e édition. Parce que ce festival, on n'a pas eu la chance, nous les artistes handicapés, de produire aussi les autres scènes musicales. Parce qu'il n'y a pas d'accessibilité, il n'y a pas aussi, comme on dit, inclusive. Vous savez, c'est ça qui m'a poussé d'initier mon propre festival. Parce que j'ai une association qui s'appelle Andé Afrique. Alors, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Je connais beaucoup de handicapés qui font la couture, des créations, de l'art et de dessin. Et ils sont, à cause de ce festival, ils vont montrer ces œuvres parce qu'ils n'ont pas d'autres opportunités. Alors, donner la visibilité moi, je crée ça pour que nous-mêmes, parce que on est peut-être handicapé sur les physiques, mais pas mental. Alors, on exploite ça. On ne veut jamais attendre que quelqu'un vienne nous aider. Sans nous, on ne fait rien. Quand tu viens aider Hadipouy, déjà Hadipouy est couturière. Tu l'avais vu sur le... Ouais. Et aussi, je vends du thé. Parce que j'ai une structure qui s'appelle aussi Hadibonté. Vous savez, nous, les handicapés, on a eu beaucoup de chance de faire des formations et beaucoup de choses. Alors, ce festival promouvoir beaucoup d'artistes en situation de handicap. Non seulement des artistes en situation de handicap, mais les valides. Parce que moi aussi, je déteste séparer peut-être la stigmatisation. Moi, je déteste ça. Parce que ça fait longtemps que je me bats. Alors, je n'ai pas le droit de faire ça. Alors, j'implique beaucoup d'autres artistes qui sont des valides pour venir promouvoir leurs propres produits sur mon festival. Ouais. En tout cas, c'est vraiment
une initiative vraiment que nous encourageons. Ouais. Vraiment, On viendra en octobre. Absolument. À Rufisque. absolument. Ouais, pour Peut-être l'instant, je suis, rapidement un mot, oui, pour je l'instant, pense je que- suis sur la promotion de l'album. l'album, ouais. Absolument. Avec les invitations de télé. Absolument. Samedi, j'étais à notre télévision. J'ai un exemple. Là, ouais. Et je suis content d'être là aussi, l'émission que j'adore et je regarde tous les dimanches. J'adore. Ouais. Comme elle a dit, hein, l'handicap, c'est au niveau de l'handicapé mental est beaucoup plus dangereux que l'handicapé physique. Ouais. Et vous, quand vous avez la force morale, la morale qu'il faut, comme vous, se disant non, je ne vais pas tendre la main, je vais me battre, c'est déjà... Vous êtes plus apte à servir la société que quelqu'un qui est apte physiquement et qui se dit Tong Midor. Ouais. Et donc, pour ça, je vous félicite. Merci. Je vous encourage. Vous avez parlé de votre maman. Merci. Il y a un personnage qui s'appelle Mati Thiam dans le livre, Ouais. qui est une femme modèle, battante, qui a tout fait pour Sarah et pour Farah. Et finalement, qui a vu les fruits de ses labeurs. Absolument. Parce qu'on dit, Ligue Nda Anyop Dom. Et donc, ça se confirme avec vous par Machallah. rapport à tout ce que dit à votre maman. Nous vous souhaitons plein succès et que vous fassiez le tour du monde Merci. pour répandre la bonne parole. Je pense qu'on va terminer peut-être cette émission avec un petit live. Mais avant ça, je me permets de vous remercier d'être passé sur ce plateau. Votre album s'appelle Ne me cachez pas. Ne me cache pas. Vraiment, qu'on conseille à tout le monde. Où est-ce qu'on peut la voir? Oui, vous pouvez la voir parce que ce n'est pas encore dans les plateformes. Il y a des points de vente qu'on a mis à Yara, à Rufisque, à un point de vente aussi en ville de Rufisque. Okay. Pour le moment, je suis sur le travail pour venir au Blaise Senghor ou à Doutasek, là où je fais la formation de musique avec Adolphe Colli. Absolument. 3 ans, 2015 jusqu'à 2018. Machallah. Merci aussi à vous, docteur Papa Farisei, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que votre ouvrage s'appelle Farah le roi soleil. C'est publié aux éditions Presse panafricaine. Un très beau roman aussi qu'on conseille à tout le monde. Remercier mes co-présentateurs, Laura Fortes, Tierno, qui est venu en retard, mais qu'on le pardonne. Quand même. On le pardonne. Oui, absolument. Remercier tous les techniciens de la RTS et tous les téléspectateurs qui nous regardent tous les dimanches soirs à dimanche prochain, Inch'Allah. On va terminer avec vous. Gis bëgg Yàlla moo koy def ci jaamam chéri man bëgg naa la gis bëgg Yàlla moo koy def ci jaamam baby I love you dëgg la sax yaa ma njëkk dégg loori wante man maa la raw di ma soirée il faut nous apprécier il faut nous apprécier ñun jigéen ñi bu ñu toogee bëgg nañ suñu jëkkër lekk apprécier ñun jigéen ñi bu ñu solo bëgg nañ suñu jëkkër xool ñu apprécier Thierno waaye duñ ko def si mbedd mi la ñuy dem ni apprécier ñaane nañu ko wax si seen kanamu jabar ñaane nañu ko wax si seen kanamu jabar de l'apprécier il faut nous apprécier à lieu de faire apprécier